toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon projet au sujet de Rudolf Höss, mieux connu comme étant le commandant d'Auschwitz. Avant de continuer, je vais vous faire une mini-biographie du personnage pour vous donner un peu de contexte. Né le 25 novembre 1900 à Baden-Baden, Rudolf Höss grandit dans une famille allemande typique de l'époque. Il veut devenir un prêtre et prend la religion catholique très au sérieux, jusqu'à l'âge de 13 ans, où sa foi est ébranlée lorsqu'un prêtre brise le secret de la confession. Ayant toujours été un bon garçon qui prenait les choses au sérieux, faisait toutes ses tâches soigneusement et écoutait et obéissait des adultes sans question, Rudolf prend ça comme une trahison majeure. Au lieu de devenir prêtre, il veut maintenant devenir un soldat. Il aura bientôt sa chance, car seulement un an plus tard, la Grande Guerre éclate en Europe. En 1916, juste avant d'avoir 16 ans, Rudolf se fait envoyer au front et participe à des combats sanglants, et l'expérience de tuer son premier soldat ennemi laisse une marque profonde sur lui. À la fin de la guerre, Rudolf est l'un des plus jeunes sous-officiers de l'armée allemande et est décoré de la Croix de fer de première classe. Cependant, les choses ne vont pas bien dans la vie du jeune vétéran. Maintenant orphelin, sans éducation et sans un réel avenir dans un pays ravagé par la guerre, Rudolf rejoint les Freikorps en 1919. De nouveau entouré de ses camarades de la Grande Guerre, il se bat dans les pays baltes pour les 3 prochaines années, où il participe à des combats encore plus sanglants que dans la Grande Guerre. En 1923, Rudolf participe à un meurtre d'un homme soupçonné d'être un traître communiste et devra purger une peine de 10 ans de prison. De nouveau un homme libre, il choisit de devenir agriculteur, se trouve une épouse et ont 3 enfants ensemble. Tout va bien jusqu'en 1934. C'est l'année que Rudolf rencontre Heinrich Himmler et le désir d'être à nouveau un soldat devient plus fort que lui. Alors il rejoint la SS. Il commence alors son service à Dachau, le tout premier camp de concentration et l'école de la violence pour les nouvelles recrues de la SS. Himmler voulait éliminer les doux dans les rangs. La douceur était un sentiment indigne des SS. Étant un soldat modèle, Rudolf monte les rangs de la SS rapidement. Et en 1940, Himmler lui donne la tâche de construire le camp d'Auschwitz. Quelques mois plus tard, l'usine de la mort que nous connaissons aujourd'hui commence ses opérations. Rudolf demeure le commandant jusqu'en 1943. Par la suite, il travaille dans un bureau de l'Office central SS pour l'économie et l'administration jusqu'à la fin de la guerre. Il se fait arrêter en 1946 après s'avoir déguisé comme un ouvrier agricole en Allemagne. Arrêté par les Britanniques, Rudolf va témoigner à quelques procès avant de se faire livrer aux autorités polonaises pour son propre procès. C'est dans cette prison en Pologne que Rudolf retrouve la religion catholique. Il comprend l'ampleur de ses crimes pour la première fois et quelques jours avant son exécution, il demande de voir un prêtre. À ce moment, il demande pardon au peuple polonais en particulier pour les crimes commis à Auschwitz et il dit que malgré rester fidèle à la philosophie nazie, il dénonce entièrement l'extermination des diverses populations ciblées par les nazis. Maintenant que vous connaissez Rudolf Höss, je vais vous parler de mon projet. En bref, je regarde l'évolution psychologique de Rudolf. Dans mon premier travail, pendant l'entre-deux-guerres, j'argumente que tous les éléments étaient déjà réunis bien avant le nazisme pour que Rudolf devienne le parfait SS. S'avoir fait élever dans une famille avec une longue tradition de service militaire, ensuite avoir subi les traumatismes et la brutalisation de la Grande Guerre en tant qu'adolescent ont profondément marqué Rudolf. Après ça, les conditions politiques et économiques en Allemagne, en plus du radicalisme politique des Freikorps, la tempête parfaite avait déjà été créée. Tous les éléments étaient déjà réunis bien avant que Rudolf rencontre Himmler. La SS n'était que la goutte qui a fait déborder le vase, ou, comme on dit en anglais, the final nail in the coffin. Pour la deuxième partie de mon travail, je vais continuer d'explorer l'évolution psychologique de Rudolf, plus particulièrement sa lutte interne en tant que commandant à Auschwitz et son dénoncement des crimes de la Shoah à la fin de sa vie. En bref, la défaite des nazis à la fin de la guerre était une trahison pour Rudolf, tout comme la trahison du prêtre lorsqu'il avait 13 ans. Tout ça a grandement bouleversé le reste de sa vie. En plus d'une comparaison entre les deux époques,
Je vais aussi faire une courte réflexion sur le fait que le parcours de Rudolf était loin d'être unique. Par exemple, Hermann Göring, Ernst Röhm et Hitler lui-même étaient aussi des vétérans de la Grande Guerre, tandis que Reinhard Heydrich, Martin Bormann et Arthur Libby Henschel, aussi un futur commandant du camp d'Auschwitz, faisaient aussi partie des Freikorps. Tous sont devenus des nazis, plusieurs directement impliqués dans la solution finale. Maintenant, pour vous parler de mes textes que j'ai utilisés, le premier est l'autobiographie écrite par Rudolf Höss pendant qu'il était en prison à la fin de ses jours, Death Dealer. En fait, des articles scientifiques, celui de Joseph Tenenbaum qui s'appelle Auschwitz in Retrospect, en particulier est important à mon avis parce que c'est un regard critique sur l'autobiographie. Par exemple, dans son autobiographie, Rudolf se fait souvent passer pour la victime pendant son service à Auschwitz, disant qu'il était impuissant d'arrêter la cruauté envers les prisonniers qui se passaient dans le camp. Mais l'article prouve que ce n'était pas ainsi. Il donne l'exemple d'Arthur Libby Henschel, qui était brièvement commandant d'Auschwitz après Rudolf Höss en 1943, qui a aidé à améliorer la vie des détenus. D'après un livre écrit par sa fille, sa douceur envers les prisonniers lui a causé des ennuis avec les durs comme Himmler et son remplacement comme commandant d'Auschwitz, Richard Baer. Un autre article que j'ai utilisé est Les corps francs allemands, écrit par Jan Philipp Pomplun et Nicolas Patin. C'était un excellent article pour comprendre le radicalisme politique des Freikorps, particulièrement parmi les vétérans de la Grande Guerre et comment les expériences ont formé Rudolf pendant l'entre-deux-guerres. Le troisième article que j'ai utilisé est We'll Meet Again at Dachau par Christopher Dillon. C'est un excellent supplément aux sections de l'autobiographie qui décrit les expériences d'entraînement des SS à Dachau, les formant à éventuellement être commandants de leur propre camp et les administrer comme à Dachau. Le dernier article scientifique que je vais utiliser, notamment pour la deuxième partie de mon travail, est Martin Heidegger, de la Grande Guerre au nazisme, par Guillaume Payen. Puisque l'histoire de Martin Heidegger, passant d'un fervent catholique à un fervent nazi, est très semblable à celle de Rudolf Höss. Et comme j'ai mentionné plus tôt, l'histoire de Rudolf est loin d'être unique. La majeure différence entre son histoire et celle de ceux comme lui est qu'à la fin de sa vie, il admet ses crimes et dénonce l'extermination de millions d'êtres humains. Et c'est aussi ce qui a rendu cette histoire si intéressante. En conclusion, ce qui m'a marqué le plus en faisant ce projet, c'est que même les gens les plus ordinaires ont les capacités de devenir des tueurs de masse. Après tout, la vie de Rudolf n'avait vraiment pas grand-chose de différent que la celle de n'importe qui d'autre dans la société aujourd'hui, sauf pour les situations extraordinaires de l'époque.